Imaginez un peu la scène. On parle d'orchestrer un sabotage d'entreprise à un demi-million de dollars, de déjouer un vol de secrets industriels et au passage de détruire complètement le mariage de quelqu'un en une seule après-midi. C'est un programme chargé pour une seule journée, oui. Bah oui. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que tout part d'une responsable des ressources humaines qui ne pouvait littéralement pas s'empêcher de voler des Tupperware avec le déjeuner d'un employé. C'est là que le côté drame absurde prend tout son sens. Complètement. Donc, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, préparez-vous. Les sources qu'on a épluchées ne parlent pas juste d'une petite ambiance toxique à la machine à café. C'est un récit glaçant, un truc qui ressemble au croisement parfait entre une série dramatique haletante et une vidéo de potin virale qui retourne tout Internet. Exactement, et je trouve que notre mission pour cette exploration en profondeur est super intéressante. On va vraiment décortiquer comment la mesquinerie au travail peut atteindre des sommets totalement absurdes. Et surtout, on va voir comment une vengeance hyper froide, calculée et basée à 100% sur les données se construit de toutes pièces. C'est une histoire fascinante. Et je dirais que pour quiconque a déjà eu le malheur de subir un management toxique ou un micro-management abusif, cette discussion, ça va être une catharsis spectaculaire. Je suis ravie d'analyser ça avec toi. Moi aussi, je suis prêt. Parce qu'au-delà du drama pur et dur, et il y en a beaucoup, c'est vraiment l'affrontement entre deux mondes. La bureaucratie manipulatrice d'un côté et la force brute des preuves numériques de l'autre. C'est tout à fait ça. C'est presque clinique comme cas d'école. Bon, il faut qu'on plante le décor, parce que le contexte est crucial pour comprendre la folie du truc. Nos sources nous plongent direct dans l'arène ultra-violente d'une grosse boîte de trading. Ouais, on ne parle pas de l'agence bancaire du coin de la rue. Pas du tout. C'est du trading à haute fréquence. L'entreprise recrute genre 25 jeunes diplômés par trimestre et les stats de survie sont juste effrayantes. Au bout de 6 mois, il n'en reste presque aucun. C'est un véritable hachoir à viande, ce milieu. C'est le mot. Et c'est là que notre protagoniste, qu'on va appeler le héros pour simplifier l'histoire, débarque. Sauf que son obstacle principal, c'est pas les marchés financiers. Non, c'est la bosse des RH. Voilà, appelons-la Gabi. Et Gabi, elle est spéciale. Il faut s'arrêter une seconde sur la dynamique de cet environnement, tu sais. Pourquoi on a un taux d'échec aussi massif chez les jeunes? La pression, j'imagine. Ouais, le trading à haute fréquence, c'est l'hyper-performance sous une pression psychologique constante. Chaque milliseconde compte. Les algorithmes dictent tout. Et l'épuisement professionnel, c'est littéralement le modèle d'affaires de la boîte. Genre, on jette les jeunes contre un mur pour voir qui reste collé. C'est exactement l'image. Et dans ce chaos total, les départements de soutien comme les ressources humaines, ils acquièrent un pouvoir totalement démesuré. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et ce pouvoir, Gabi, elle l'utilise de manière, despotique. Dès la première seconde, dès le premier jour, lors de son entretien final, elle regarde notre héros et elle lui lâche, je cite, « Tu ne fais pas le poids, t'es trop soft ». Sympa à l'accueil. Attends, c'est pas fini. Elle a le culot monstre de lui demander un pot de vin. Ah oui, l'argent sous la table? Sérieusement, hein, elle veut du cash pour faciliter son embauche et s'assurer qu'il passe la période d'essai. C'est du racket pur et simple. Mais grave. Donc évidemment, le gars refuse. Et là, sa réaction, elle le traite d'idiot et elle jette littéralement son CV à la poubelle, devant lui. Moi, en lisant ça, j'avais l'impression de voir un boss de fin de jeu vidéo corrompu, tu vois. Sauf que la partie n'a même pas commencé. Cette analogie du boss de fin, elle capte hyper bien le phénomène psychologique. Gabi, c'est ce qu'on appelle en psycho du travail une capture de poste par une personnalité manipulatrice. C'est-à-dire? Elle ne crée aucune valeur financière directe pour cette boîte de trading. Elle ne traite pas, elle code pas, elle ramène pas d'argent. Ouais, elle fait juste des fiches de paie et des entretiens. Voilà. Alors comment elle existe dans un écosystème qui est obsédé par le profit? Eh bien, elle crée sa propre valeur en extorquant ceux qui en produisent. Elle a transformé un point de passage obligatoire en péage mafieux. Et ce péage, notre héros a décidé de le forcer. Et c'est là que le karma, ou plutôt l'engrenage, se met en route. En fait, le grand patron de la boîte l'avait repéré quand il était à l'université. Ce qui change tout. Totalement. Donc, au lieu de partir la queue entre les jambes après l'épisode de la poubelle, il contacte direct ce grand patron. Le boss intervient et l'embauche par-dessus la tête de Gabi. Et ça, stratégiquement, c'est une grosse erreur. Ah ouais. Mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix pour avoir le job, oui. Mais en contournant Gabi, via une autorité supérieure, il a commis le péché capital aux yeux d'un manager abusif. Il a prouvé à tout le monde qu'elle n'était pas toute puissante. Ah, je vois, l'ego en prend un coup. C'est une blessure narcissique profonde.
Dès cet instant précis, ce n'est plus du business. C'est devenu une vendetta personnelle et obsessionnelle. Obsessionnel, le mot est faible. C'est devenu complètement absurde. Gabi décide de faire de la vie de ce jeune trader un enfer absolu. Elle fait du nano-management, je sais même pas si le mot existe, mais c'est pire que du micromanagement. Le nano-management, c'est parfait pour décrire ça. Elle bloque les sites web dont il a besoin pour bosser, elle organise des réunions interminables qui servent à rien, mais attention, seulement quand le grand patron est en voyage, pour pas se faire griller. Très calculé. Ouais, mais le truc qui me fascine le plus dans cette histoire, c'est l'histoire du repas. Elle lui volait son déjeuner. Et c'est un point clé sur la psychologie de la domination. Non mais attends, c'est hilarant de contraste. On parle d'une boîte de trading à haute fréquence, les mecs gèrent des millions de dollars, la pression est à son comble, et la grande méchante du bureau, elle s'abaisse à fouiller dans le frigo pour piquer des plats de pâtes. C'est vrai que vu de l'extérieur, c'est risible. Le trader a dû commencer à apporter 2 gamelles par jour, une pour lui et une qu'il laissait en évidence, comme une offrande pour qu'elle lui foute la paix. Comment la boîte ne voit pas un truc pareil? Parce que les systèmes d'entreprise mesurent les flux de capitaux, ils ne mesurent pas les vols de sandwich. C'est joliment dit. Gabi, elle opère intentionnellement dans les angles morts du système. Et sur le plan psychologique, ce vol de nourriture, c'est pas comique du tout. C'est primaire, presque animal. Genre marquer son territoire? Exactement. C'est une violation quotidienne de ses frontières pour envoyer un message « je peux te prendre ce qui t'appartient, je peux t'affamer métaphoriquement, et tes millions de dollars ne te protégeront pas de moi ». Waouh! Vu comme ça, c'est flippant. Le problème pour Gabi, c'est que malgré tout ça, le héros, il excelle. Il devient l'un des meilleurs traders du plateau, il est tellement bon qu'il devient le mentor officieux des petits nouveaux. Donc logiquement, il mérite une promotion. C'est ça. Sauf que qui valide les promotions? Les RH. Et Gabi bloque sa promo, 3 fois de suite. Et la frustration monte. De ouf. Et comme le héros continue de briller, elle décide de sortir l'artillerie lourde, l'attaque ultime pour le détruire. La mesquinerie des Tupperware ne suffisait plus, il fallait escalader. Un jour, Gabi repère une jeune trader en grosse galère, qui s'appelle Sue. Sue avait craqué nerveusement et pleurait sur l'épaule de notre héros qui essayait de la rassurer. Le lendemain, Gabi convoque Sue, qui est terrifiée, et lui propose un pacte carrément diabolique. Le fameux pacte faustien. Elle lui dit en gros « Écoute, tu vas te faire virer pour tes mauvais résultats. Mais si tu l'accuses lui, formellement, de harcèlement sexuel, je te garde et je t'arrange un énorme bonus. » Et ça, c'est vraiment le point de bascule de toute l'histoire. Ce qu'elle fait là, c'est militariser la bureaucratie. C'est clair, c'est dégueulasse d'utiliser un sujet aussi grave. Totalement. Les entreprises modernes ont des protocoles de tolérance zéro pour protéger les vraies victimes, et à juste titre. Gabi prend ce bouclier qui est censé protéger les plus vulnérables, et elle le transforme en arme de destruction ciblée. Pour flinguer la carrière rivale. Voilà. Elle exploite la terreur d'une jeune recrue pour anéantir quelqu'un qu'elle déteste. Et ça marche de manière foudroyante. Le système ne réfléchit pas, il sanctionne direct. On entre dans l'enfer administratif. Les conséquences pour lui sont ouf. La machine bureaucratique s'emballe. Je donne les chiffres parce que c'est délirant. Il reçoit une réprimande formelle, on lui confisque 100 000 $ de bonus gagnés, et le pire, l'entreprise bloque l'accès à près de 400 000 $ de capitaux de trading. C'est une mise à mort professionnelle, ni plus ni moins. Bah oui, 400 000 $ bloqués pour un trader, c'est pas juste une amende, on est d'accord. Ah non, le capital pour un trader, c'est pas un salaire en attente. C'est son outil de travail de base. C'est comme retirer le scalpel des mains d'un chirurgien. Très bonne analogie. Sans ce capital, il peut plus prendre de position sur le marché. Ses algorithmes tournent à vide. Le but de Gabi, c'est de s'assurer qu'il devienne incapable de justifier sa place, pour ensuite le virer pour sous-performance. C'est machiavélique. Et en plus, il est condamné à suivre une formation obligatoire sur le harcèlement. Mais attention, 3 heures par jour, tous les jours, pendant 7 mois. C'est de la torture psychologique à ce stade. Et il doit signer des papiers comme quoi cette formation est nécessaire, genre de faux aveux. Gabi pensait vraiment l'avoir enterré sous la paperasse. Sauf qu'elle a fait une énorme erreur de calcul. Laquelle? En lui imposant 3 heures de formation par jour derrière un écran, loin du stress des marchés, elle lui a offert la seule chose dont il manquait cruellement, du temps libre. Ah purée. Oui. Et ce temps libre, il l'a pas passé à déprimer. Il est devenu un agent secret. Un auditeur judiciaire de la vie de Gabi. Il a commencé à creuser. Et ce qu'il a trouvé, c'est juste lunaire. D'abord, il arrive à prouver que Gabi s'introduisait dans son casier pour voler ses notes manuscrites et ses stratégies secrètes et qu'elle les donnait à Sue.
Ce qui montre bien que sa soi-disant protection de Sioux, c'était juste une couverture pour du vol de propriété intellectuelle. Exactement. Mais c'est pas fini. Le gars s'intéresse ensuite au fameux déjeuner de 2 heures que Gabi prenait tous les jours. Devine quoi? Elle mangeait pas. Elle entretenait ses liaisons. 6 liaisons. 6 relations différentes sur le temps de travail. Et là, faut qu'on s'arrête 2 secondes. Nos sources disent qu'il a trouvé des historiques de textos, des photos dénudées, des métadonnées avec les heures et les lieux. C'est un dossier accablant. Mais comment un simple trader trouve tout ça ondudin? Il a hacké son téléphone? C'est devenu un cybercriminel, le mec. C'est une excellente question parce qu'on a l'impression que c'est l'espionnage digne de la CIA. Mais dans la vraie vie d'entreprise, c'est souvent beaucoup plus stupide que ça. C'est de la pure négligence. Genre, elle faisait pas attention? Les gens qui se sentent intouchables deviennent incroyablement imprudents. Gabi utilisait très probablement le Wi-Fi de la boîte pour ses sextos, ou elle laissait son WhatsApp web ouvert sur un ordi partagé. Ah ouais, la grosse bourde. Et dans une salle de marché, tout est hyper surveillé. Chaque frappe de clavier, chaque flux de données archivé pour des raisons légales. Si tu sais où chercher, t'as pas besoin de raquer quoi que ce soit. Tu ramasses juste ce qui traîne. C'est fou, hein? Son excès de confiance, c'est ce qui l'a tué. Elle gérait la bureaucratie comme une reine, mais elle pigeait rien à l'informatique. C'est l'ironie de la situation. Gabi maîtrise le formulaire papier, mais le trader maîtrise la donnée brute. Et face au serveur qui aura date tout, la bureaucratie perd toujours. Bon, le héros a maintenant une bombe atomique entre les mains. Mais il y a un hic. S'il va au RH pour la dénoncer, les RH, c'est elle. Elle aurait détruit les preuves directes. Voilà. Il doit forcer le système. Il doit attirer les grands patrons du siège social, ce qu'on appelle le corporate. Et comment tu fais venir corporate en urgence? Tu touches à leur portefeuille? Le plan final. Le chef-d'œuvre de la vengeance. Il convainc 2 autres très gros traders de faire un truc dingue. Ralentir leur cadence. Juste freiner un peu pour faire bloguer les algorithmes. Et mettre tout le bureau dans le rouge. Le risque qu'il prend là est monumental. S'il se loupe, il va en prison pour sabotage financier. Mais ça marche fingue. Corporate panique de voir les millions s'envoler et envoie une équipe d'inspection lourde dans le jet privé. Le jour même. Et le timing, je te jure, c'est du cinéma. L'alignement des planètes? C'est exactement le jour où le mari de Gabi vient la chercher au bureau avec les enfants. La réunion de crise commence dans la salle de conférence vitrée. Les patrons demandent des comptes. Gabi, fidèle à elle-même, attaque la première et accuse notre héros d'être la cause du problème avec son soi-disant harcèlement. Elle essaye de jouer sa dernière carte RH. Sauf que le mec laisse parler. Et boum, il sort une lettre d'aveu signée par Sue. Sue est convoquée, elle fond en larmes devant les big boss, elle avoue tout le chantage. Première ligne de défense de Gabi détruite. Et il s'arrête pas. Il sort les preuves du vol de ses stratégies. Le grand patron ouvre les données en direct sur le grand écran. Il superpose les opérations de notre héros et celles de Sue et ça match à la milliseconde près. Vol de propriété intellectuelle prouvé en direct. La carrière de Gabi est vaporisée. Mais le coup de grâce, c'est maintenant. La salle est vitrée. Le mari approche dans l'open space. Le héros le voit. Il sort son téléphone, regarde Gabi droit dans les yeux au milieu du silence absolu et lui lâche « Ton mari est là » et il appuie sur « Envoyer ». C'est d'une froideur absolue. Le mari reçoit tout le dossier sur son tel. Les sextos, les photos avec 6 mecs différents. Les cris de rage dans le couloir, le mari qui s'effondre. Tout l'open space assiste à ça. Honnêtement, même si elle était horrible, est-ce qu'on peut ressentir de la pitié pour elle à ce stade? C'est ultra violent, non? C'est une question morale super importante. L'exécution est d'une brutalité inouïe. Destruction réputationnelle, financière, familiale en 5 minutes. Ouais, ça fait beaucoup pour une seule personne. Mais si on analyse froidement, le trader n'a pas inventé une seule information. Gabi a fabriqué de fausses règles pour ruiner un innocent. Le trader s'est contenté d'exposer les actions réelles de Gabi. C'est vrai, c'est pas lui qui a trompé son mari ou volé des données. C'est l'essence même de la tragédie grecque. C'est l'hubris de l'antagoniste qui cause sa propre perte. Elle avait amassé la poudre, il a juste allumé la mèche. Une vraie explosion nucléaire. Et l'épilogue est tout aussi dingo. Gabi est virée direct, son mariage explose. Mais tu sais ce qu'elle poste sur Facebook quelques mois plus tard? Dis-moi. Je suis célibataire parce que je suis trop génial. Aucune ironie. La dissonance cognitive poussée à l'extrême. Face à l'effondrement, son cerveau réécrit la réalité pour fuir la culpabilité. Et le bureau finit par fermer, mais Corporate exfiltre notre héros et les bons traders pour les sauver. Tout est bien qui finit bien pour eux. Ce qui prouve qu'un système toxique basé sur la manipulation finit toujours par s'effondrer. Et je dirais que la leçon pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, chaque action laisse une trace numérique.
Le badge à la porte, le Wi-Fi, tout. Gabi pensait jouer avec des pions humains, mais elle avait oublié que le plateau enregistrait ses tricheries. Ça soulève une vraie question sur l'autorité moderne, tu sais. Ah oui, vas-y. On croit que le pouvoir, c'est le grand bureau ou le titre sur la porte. Mais dans un monde hyper connecté, si tu trahis la confiance, la hiérarchie ne te protège plus. Le vrai pouvoir appartient à celui qui maîtrise la donnée. C'est une super pensée pour clore cette analyse. Si toute l'autorité d'un manager abusif peut être pulvérisée par un simple clic sur « Envoyer », cette toute-puissance n'était peut-être qu'une grande illusion collective. Sur ce, faites attention à vos Tupperware et à la prochaine pour une nouvelle plongée.